Il existe un problème que personne dans les agences spatiales ne veut nommer à voix haute. Pas parce qu'il est secret, pas parce qu'il est complexe, mais parce qu'il est franchement terrifiant. Et ce problème, ce seul problème, rend le retour de Mars non pas difficile, mais potentiellement impossible avec ce que nous savons aujourd'hui. Alors, avant même de parler de fusées, de carburant, de trajectoires orbitales, il faudrait se demander quelque chose de beaucoup plus fondamental. Quelque chose que Feynman aurait posé avec ce sourire de celui qui connaît déjà la réponse, mais qui veut que tu la découvres toi-même. Et la question, c'est celle-ci. Est-ce que le corps humain, ce chef-d'œuvre biologique façonné par 4 milliards d'années d'évolution sur une seule planète, est-ce que ce corps peut même survivre au voyage? Parce que si la réponse est non, si la biologie nous trahit avant même que la physique ne nous sauve, alors toute la conversation sur Mars, sur les colonies, sur l'espèce multiplanétaire, c'est de la poésie. Belle, certes, mais de la poésie. Et si tu pars maintenant, si tu fermes cette vidéo en te disant que tu verras ça plus tard, sache que tu emportes avec toi une ignorance qui coûte quelque chose. Pas à Feynman, à toi. Parce que comprendre pourquoi Mars est si dangereuse, c'est comprendre quelque chose de fondamental sur ce que nous sommes, sur la fragilité absurde de notre existence dans un cosmos qui n'a aucune obligation de nous ménager. Reste, parce que la réponse va changer la façon dont tu regardes le ciel. Il y a une chose que Feynman aimait faire quand il voulait expliquer quelque chose de vraiment difficile. Il commençait par une image simple. Une image que tout le monde connaît, que tout le monde a vécue, mais que personne n'a vraiment regardé en face. Alors imaginons une nuit claire. Pas en ville, non. Trop de lumière artificielle, trop de bruit, trop de café froid. Imaginons une nuit à la campagne, loin de tout, allongé dans l'herbe un peu humide, les mains croisées derrière la nuque, la chaleur du sol encore présente sous le dos. Et là-haut, ce plafond d'étoiles. Tu les regardes. Et quelque part dans la mâchoire, pas dans la gorge, pas dans les yeux, mais dans la mâchoire, tu sens quelque chose se serrer. Une tension sourde, presque animale. C'est le vertige cosmique. Cette sensation que l'univers est trop grand, trop silencieux, trop indifférent. Et que toi, là, dans l'herbe humide, tu es quelque chose d'incroyablement petit. Feynman connaissait ce vertige. Il le cultivait. Il disait que la meilleure façon de ne pas se perdre dans la complexité de l'univers, c'était justement de la ressentir d'abord dans son corps, de la laisser entrer, de l'accueillir comme un invité bizarre qui dérange, mais qui apporte les meilleures nouvelles. Et cette nuit-là, dans l'herbe, tu regardes une étoile en particulier, une étoile légèrement rougeâtre, qui brille d'une lumière un peu différente des autres. Elle ne scintille pas tout à fait de la même façon. Elle a une couleur qui évoque quelque chose de chaud et de froid en même temps. Et tu sais déjà son nom. Mars, la planète rouge, l'objectif, le rêve, la prochaine maison possible pour notre espèce. Et dans cet instant, à 180 millions de kilomètres de distance moyenne, séparé de ce point rouge par un vide absolument hostile, ton cerveau fait quelque chose d'extraordinaire. Il rêve. Il projette des dômes, des combinaisons spatiales, des serres en plastique transparent, des êtres humains qui marchent sur un sol rouge poussiéreux sous un ciel ocre. C'est magnifique, c'est même émouvant. Mais voilà ce que Feynman aurait dit à ce moment précis, avec cette expression mi-amusée, mi-sérieuse qu'il avait quand il était sur le point de renverser une table. Il aurait dit « Très bien, le rêve c'est formidable. Mais maintenant, parlons du vrai problème, pas celui que tu crois. » Et si tu veux savoir si ce rêve est physiquement réalisable, si tu veux comprendre pourquoi des milliers d'ingénieurs parmi les plus brillants de la planète perdent le sommeil sur un problème que tu n'aurais peut-être jamais imaginé, alors voilà ce que je te propose. Reste avec nous jusqu'à la fin. Et si à la fin, tu n'as pas appris quelque chose qui t'a littéralement changé la façon de voir ce point rouge dans le ciel, tu me le dis dans les commentaires. Sérieusement. Laisse un commentaire. Parce que Feynman croyait que la vraie mesure d'une explication, c'est la réaction de celui qui écoute. Et si tu t'abonnes maintenant, c'est un peu comme choisir de rejoindre l'équipage. Un équipage qui voyage non pas vers Mars, mais vers la compréhension, ce qui est, franchement, beaucoup plus vertigineux. Maintenant, parlons de ce qui fait vraiment peur. Feynman avait une phrase qu'il répétait souvent, dans des variantes différentes, mais dont le sens ne changeait jamais. Il disait que la réalité doit avoir la priorité sur les relations publiques.
Bueno, ou plutôt, il aurait peut-être dit les choses encore plus directement. La nature ne se soucie pas de nos espoirs. La nature a des règles, et si tu enfreins ces règles, la nature ne te punit pas. Elle n'en a rien à faire. Elle continue simplement. C'est toi qui disparais, et c'est exactement là que se trouve le vrai problème du retour de Mars. On parle beaucoup de l'aller, les fusées, le carburant, la fenêtre de lancement qui n'arrive que tous les 26 mois quand les deux planètes s'alignent correctement dans leur danse orbitale. On parle des 10 mois de voyage environ dans un espace confiné, de la nourriture, de l'eau recyclée, du risque psychologique de l'isolement. Tout ça est réel, tout ça est difficile. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental, quelque chose qui se passe dans le corps humain pendant ces 10 mois, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment contourner avec un meilleur carburant ou un vaisseau. Plus grand. Et ce quelque chose a un nom, les rayonnements cosmiques. Non, non, non. Attends, ne pars pas encore. Parce que là où la plupart des gens font l'erreur, c'est de penser que les rayonnements, c'est comme les rayons X chez le dentiste. Un peu dangereux, certes, mais avec un tablier en plomb, on s'en sort. Voilà exactement le genre de raisonnement que Feynman aurait arrêté d'un geste de la main avec ce sourire légèrement espiègle. Non, 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 ce n'est pas du tout la même chose. Et la différence, elle est fondamentale. Pour comprendre ce qui se passe dans l'espace interplanétaire, il faut d'abord comprendre quelque chose sur ce qui nous protège ici, sur Terre, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on le voie, sans qu'on le sente. Quelque chose d'absolument extraordinaire que notre planète fait pour nous depuis des milliards d'années, gratuitement, silencieusement, avec une générosité que nous n'avons jamais méritée ni même remarquée. La Terre a un champ magnétique. Un bouclier invisible, généré par le mouvement du fer liquide au cœur de notre planète, qui s'étend à des dizaines de milliers de kilomètres dans l'espace et qui dévie en permanence un flux de particules chargées qui viennent du Soleil et de l'univers entier. Ces particules, ce sont les rayonnements cosmiques. Des protons, des noyaux atomiques, des particules subatomiques voyageant à des vitesses proches de celles de la lumière, chargées d'une énergie incroyable, capables de traverser des murs de plomb épais comme une main, traversent l'air. Feynman aurait adoré ce moment. Il aurait dit « Tu vois, l'univers nous bombarde en permanence. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'espace profond nous envoie des particules à des vitesses inimaginables. Et la Terre, gentiment, les détourne. Mais Mars, elle, n'a pas ce champ magnétique. Ou plus précisément, elle a perdu le sien il y a environ 4 milliards d'années, quand son noyau a refroidi, quand ses dynamos internes se sont tus comme une vieille radio qu'on éteint pour la dernière fois. Et sans ce champ, la surface de Mars est directement exposée. Et l'espace entre la Terre et Mars, cet espace que nos astronautes devront traverser pendant 10 mois à l'aller, et, si tout se passe bien, 10 mois au retour, cet espace est rempli de ce bombardement silencieux, invisible, inodore, qui n'a pas de couleur, pas de son, pas de texture, mais qui traverse les parois du vaisseau spatial comme si elles n'existaient pas. Voilà le vrai problème, et il est plus profond qu'il n'y paraît. Feynman avait cette capacité extraordinaire de rendre visible l'invisible. Alors essayons de faire ce qu'il aurait fait. Imaginons que tu puisses voir ces rayonnements cosmiques. Imagine que chaque particule haute énergie qui traverse l'espace soit une petite bille de lumière rouge. Et maintenant, imagine que tu es dans ton vaisseau spatial, à mi-chemin entre la Terre et Mars. Tu regardes par le hublot. Et partout, dans toutes les directions, ces billes rouges traversent les parois, traversent les équipements, traversent toi, pas autour de toi, pas devant toi, à travers tes cellules, à travers l'ADN de tes cellules. Et quand une de ces particules traverse un brin d'ADN, elle peut le couper, elle peut l'endommager, elle peut déclencher une mutation. Et là, quelque part dans la paume de ta main, dans les cellules de ta moelle osseuse, dans les neurones de ton cerveau, quelque chose change, quelque chose qui ne devrait pas changer. La NASA a des données très précises sur ça. Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale, qui est encore partiellement protégée par le champ magnétique terrestre, reçoivent déjà des doses de rayonnement bien supérieures à ce qui est considéré comme sûr pour un être humain sur Terre. Pendant un voyage vers Mars,
la dose serait de l'ordre de 600 millisieverts pour l'aller seul. Pour te donner une idée, la dose maximale admissible pour un travailleur du nucléaire sur Terre est de 20 millisieverts par an. Un voyage vers Mars, c'est donc l'équivalent de 30 ans de travail dans une centrale nucléaire, mais concentré en 10 mois, dans un corps qui ne peut pas se reposer, qui ne peut pas se réparer au même rythme, qui ne peut pas s'échapper. Et Feynman, à ce stade, ne serait pas alarmiste. Non, non, il serait précis. Il dirait « Ce n'est pas que tu mourras forcément pendant le voyage. Ce n'est pas comme ça que ça marche. » Les rayonnements cosmiques ne sont pas un mur. Ils sont une accumulation, une érosion. Chaque particule qui traverse ton ADN est comme une petite rayure sur une vieille photo. Une rayure, ça ne détruit pas l'image. Mais 100 rayures, 1000 rayures, 200 000 rayures, et peu à peu, l'image devient méconnaissable. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas la mort immédiate, c'est le cancer, c'est la dégradation cognitive. C'est le système immunitaire qui s'effondre lentement. C'est les yeux parce que les particules cosmiques peuvent traverser le cristallin et créer des éclairs de lumière dans l'obscurité totale. Ce que les astronautes de la mission Apollo ont rapporté avec une certaine inquiétude, ces éclairs blancs dans le noir complet de leur casque, comme des étoiles fantômes nées directement dans leur système nerveux. Mais attendons, parce que ça c'est le problème de l'aller, et je n'ai pas encore parlé du problème du retour. Et là, Feynman aurait eu ce regard particulier, ce regard qui dit « Tu croyais que c'était difficile ». Attends de voir ce qui arrive ensuite. Oh ma bien, voilà ce qu'il faut comprendre pour saisir pourquoi le retour est peut-être le problème le plus difficile de toute l'histoire de l'exploration spatiale. Il y a quelque chose qu'on appelle l'effet de fragmentation des rayonnements cosmiques lourds, des noyaux d'atomes lourds, du fer, du silicium, du magnésium, voyageant à des vitesses proches de la lumière. Ces noyaux ne se contentent pas de traverser ton corps. Quand ils heurtent quelque chose de dense, comme les parois de blindage d'un vaisseau, ils se fragmentent. Et les fragments, qui sont de petites particules chargées, se dispersent dans toutes les directions, créant ce qu'on appelle une gerbe de rayonnement secondaire. Autrement dit, ajouter du blindage, ce qui semble être la solution évidente, crée parfois plus de rayonnement secondaire qu'il n'en protège. C'est ça que Feynman aurait trouvé magnifiquement pervers dans le problème. La solution intuitive aggrave la situation. La nature, encore une fois, se fiche de notre intuition. Et là, dans la nuque, juste à la base du crâne, quelque chose se resserre à cette réalisation. Ce n'est pas de la peur ordinaire, c'est quelque chose de plus froid, de plus précis. La réalisation que l'univers obéit à des lois qui ne nous ont pas été dictées pour notre confort. Alors qu'est-ce qu'on fait? Là, Feynman changerait de ton, parce que Feynman n'était pas quelqu'un qui aimait s'arrêter au problème. Il aimait la solution, mais une vraie solution, pas une solution de relations publiques. Une solution qui respecte la physique. Et il y en a plusieurs pistes, chacune fascinante, chacune avec ses propres contraintes. Et ensemble, elles racontent quelque chose d'essentiel sur la façon dont l'humanité va ou ne va pas devenir une espèce interplanétaire. La première piste, c'est la vitesse. Si tu passes moins de temps dans l'espace, tu accumules moins de doses de rayonnement. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. Le voyage aller-retour vers Mars dure aujourd'hui environ 2 ans et demi en comptant le temps sur place et les 2 fenêtres de lancement. Si on pouvait réduire le temps de transit à quelques semaines, le problème des rayonnements deviendrait beaucoup plus gérable. Feynman aurait dit « Très bien, comment on va plus vite ?» Et là, on entre dans un territoire de physique qui est à la fois connu et vertigineux. Les fusées chimiques, ce que nous utilisons aujourd'hui, fonctionnent en brûlant du carburant pour produire une poussée. C'est de la thermodynamique classique, de la physique du 19e siècle, appliquée au 21e, et c'est remarquablement efficace pour sortir de l'atmosphère terrestre. Mais pour les voyages interplanétaires, les fusées chimiques sont, pour reprendre la métaphore de Feynman, comme essayer de traverser l'Atlantique à la rame. Ça marche, en théorie. Mais c'est long, épuisant, et les rames ne sont vraiment pas l'outil adapté. La propulsion nucléaire thermique, en revanche, utilise un réacteur nucléaire pour chauffer un propulseur, de l'hydrogène généralement, à des températures extrêmes, ce qui crée une poussée 2 à 3 fois plus efficace que les meilleures fusées chimiques.
La NASA y travaillait dans les années 60 sous le nom de projet NERVA. Ça fonctionnait, vraiment. Le programme a été annulé non pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons politiques et budgétaires. Feynman aurait eu quelque chose à dire là-dessus. Il l'a d'ailleurs dit, d'une façon ou d'une autre, toute sa vie. Les décisions politiques ne se soucient pas de la physique, mais la physique, elle, ne se soucie pas des décisions politiques. La propulsion nucléaire électrique ou ionique est encore plus efficace en termes de consommation de carburant. Elle utilise l'énergie nucléaire pour ioniser un gaz et l'accélérer électromagnétiquement, créant une poussée faible mais continue, parfaite pour l'espace profond où il n'y a pas de résistance. Le problème ? Elle est trop lente à construire sa vitesse pour les trajets courts. Mais pour un voyage vers Mars, combiné à un décollage chimique, elle pourrait réduire significativement le temps de transit. Et puis il y a la propulsion à fusion, celle dont les physiciens parlent avec cet air particulier, des gens qui sont à la fois excités et frustrés. La fusion nucléaire, c'est ce que fait le Soleil. C'est fusionner des noyaux légers, de l'hydrogène, pour créer des noyaux plus lourds, de l'hélium en libérant une quantité d'énergie phénoménale. Si on pouvait contrôler ce processus dans un moteur de vaisseau spatial, on pourrait atteindre des vitesses suffisantes pour relier la Terre à Mars en quelques semaines. Le problème est que la fusion contrôlée est depuis 70 ans, constamment à 30 ans d'être maîtrisée. C'est la blague de la physique. Feynman la connaissait. Il l'aurait trouvée à la fois drôle et un peu triste. Mais revenons à notre problème principal, parce que la vitesse n'est pas la seule solution. Et Feynman, dans sa façon d'aborder les problèmes, aurait insisté sur quelque chose d'essentiel. Quand un problème a plusieurs angles d'attaque, on ne choisit pas le plus beau. On attaque par tous les angles simultanément. Le deuxième angle, c'est le blindage. Et là, on revient à ce problème pervers que j'évoquais tout à l'heure. Le blindage classique, le métal épais, peut aggraver les choses avec les rayonnements lourds, mais il y a des matériaux plus malins. L'eau est un blindage remarquablement efficace contre certains types de rayonnements. Et en plus, on en a besoin dans le vaisseau de toute façon pour boire et pour l'hygiène. Alors l'idée de placer les réservoirs d'eau autour des zones de vie est simple, élégante et typiquement feynmanienne dans son économie de moyens. Feynman aurait aimé ça. Une solution qui résout deux problèmes, à la fois sans ajouter de complexité. Il y a aussi le polyéthylène hydrogéné, un plastique riche en hydrogène qui est meilleur que l'aluminium pour bloquer les rayonnements cosmiques sans créer autant de rayonnements secondaires. La NASA travaille sur des combinaisons de matériaux composites qui combinent légèreté et efficacité de blindage. C'est de la physique des matériaux, de la chimie moléculaire, de l'ingénierie aérospatiale, tout ça fusionné dans un même problème. Et c'est exactement le genre de problème qui aurait enchanté Feynman, parce qu'il est à l'intersection de plusieurs domaines, et les solutions les plus belles naissent toujours à ces intersections. Mais attends encore une seconde, parce qu'il y a un troisième angle, et celui-là est peut-être le plus vertigineux de tous. Peut-être que la solution n'est pas dans le vaisseau. Peut-être que la solution est dans le corps lui-même. Et là, Feynman aurait sorti son sourire de celui qui sait qu'il va dire quelque chose qui va déranger le monde confortablement. La biologie de la radioprotection est un champ de recherche qui avance discrètement, mais avec une intensité croissante. Notre corps a des mécanismes de réparation de l'ADN. Quand un brin d'ADN est coupé par un rayonnement, des protéines spécialisées se précipitent pour le réparer. Ces mécanismes sont incroyablement sophistiqués, mais ils ont des limites. Au-delà d'une certaine dose, la fréquence des dommages dépasse la capacité de réparation. La question que les biologistes posent aujourd'hui est fascinante. Peut-on augmenter artificiellement cette capacité de réparation ? Peut-on, soit par pharmacologie, soit par modification génétique, soit par thérapie cellulaire, créer des astronautes dont le corps répare l'ADN endommagé 2 fois, 3 fois, 10 fois plus vite qu'un humain ordinaire ? Ce n'est pas de la science-fiction. Des expériences sur des organismes plus résistants au rayonnement que les humains, comme le tardigrade, cette créature microscopique surnommée l'animal le plus résistant de la Terre, ont révélé des gènes spécifiques, responsables de cette robustesse extraordinaire.
Le tardigrade peut survivre à des doses de rayonnement qui tueraient un être humain des dizaines de fois. Il peut survivre dans le vide de l'espace. Il peut survivre à des températures proches du zéro absolu. Il est, comme Feynman l'aurait dit avec une admiration sincère, un exemple vivant que la vie peut trouver des solutions que notre évolution n'a pas explorées. Et si on pouvait emprunter certaines de ces solutions biologiques, si on pouvait, avec les outils de l'édition génomique moderne, intégrer certains mécanismes de réparation du tardigrade dans les cellules humaines? La question n'est plus philosophique. Des équipes de recherche travaillent dessus. Et la réponse n'est pas dans les étoiles, elle est dans la molécule d'ADN elle-même. Feynman aurait trouvé ça extraordinaire. Pas seulement parce que c'est scientifiquement audacieux, mais parce que ça illustre quelque chose qu'il répétait sans cesse. La nature a déjà résolu des problèmes incroyablement difficiles. Notre travail, en tant que scientifique, en tant qu'être curieux, c'est de lire ces solutions et de les comprendre. L'évolution a 4 milliards d'années d'avance sur nous. Et elle a été au travail sur beaucoup plus de problèmes que nous n'en avons résolus. Mais je veux maintenant te parler de quelque chose que très peu de gens mentionnent quand on discute des voyages vers Mars. Quelque chose qui, d'une certaine façon, est encore plus difficile que les rayonnements et qui touche quelque chose de beaucoup plus fondamental que la biologie. Quelque chose qui touche à la physique de ce que ça signifie d'être humain dans l'espace. Derrière les yeux, quelque part dans cette zone où la pression s'accumule quand on est trop longtemps courbé sur un écran, il y a un problème qu'on appelle la pression intracrânienne liée à la microgravité. Dans l'espace, sans la gravité terrestre, les fluides corporels se redistribuent. Le sang, le liquide céphalorachidien, les fluides interstitiels, tout remonte vers la tête. Et cette redistribution crée une pression accrue dans le crâne, une pression sur les yeux, sur le nerf optique. Plusieurs astronautes de retour de missions de longue durée ont rapporté des changements permanents dans leur vision, des déformations du globe oculaire, des dommages au nerf optique qui ne se réparent pas totalement après le retour sur Terre. Exacto, ce n'est pas anecdotique. La NASA a un terme officiel pour ça, SANS, pour Spaceflight Associated Neuro-Ocular Syndrome. Et c'est l'un des problèmes médicaux qui préoccupent le plus les équipes de planification des missions de longue durée. Parce que si les astronautes arrivent à Mars avec une vision dégradée, incapables de voir correctement, le problème dépasse le confort personnel. Ça touche la capacité à accomplir les missions, à réagir aux urgences, à survivre tout simplement. Et il y a encore autre chose, la perte osseuse. En microgravité, les os ne sont plus soumis aux contraintes mécaniques habituelles. L'ostéoporose s'installe à une vitesse alarmante, environ 1 à 2% de densité osseuse perdue par mois dans les segments porteurs. Après 6 mois en microgravité, le squelette d'un astronaute ressemble à celui d'une personne âgée de 70 ans en termes de fragilité. Et ça, c'est pour la station spatiale. Imagine 10 mois pour aller vers Mars, des mois sur la surface martienne, avec une gravité qui est seulement 38% de celle de la Terre, insuffisante pour vraiment récupérer, puis 10 mois de retour. Le corps arrivera sur Terre dans un état qui n'a pas d'équivalent dans toute l'histoire médicale humaine. Feynman aurait dit « Très bien, la nature nous pose un problème difficile. Comme toujours, qu'est-ce qu'on fait ?» Et la réponse, encore une fois, est à l'intersection de plusieurs disciplines, la gravité artificielle. C'est le concept de faire tourner une partie ou la totalité du vaisseau sur lui-même pour créer une force centrifuge qui imite la gravité. C'est de la mécanique classique, Newton aurait reconnu le principe immédiatement. Si tu fais tourner un cylindre assez vite, les gens qui vivent à l'intérieur de sa paroi ressentent une force vers l'extérieur qui ressemble à la gravité. La quantité de gravité artificielle dépend du rayon du cylindre et de la vitesse de rotation. Plus le cylindre est grand, moins il a besoin de tourner vite pour produire une gravité comparable à celle de la Terre. Le problème, un vaisseau assez grand pour produire une gravité artificielle confortable est un vaisseau immense, lourd, coûteux à lancer, difficile à manœuvrer. Et la physique des corps en rotation dans l'espace ajoute des complications supplémentaires, notamment les forces de Coriolis qui créent des effets de désorientation quand on se déplace à l'intérieur d'un cylindre en rotation. Feynman aurait adoré jouer avec les maths de ça,
trouver le rayon optimal, la vitesse de rotation idéale, le compromis parfait entre confort, masse et coût. Et c'est exactement là que réside quelque chose d'essentiel que Feynman nous enseigne sans le dire explicitement. Chaque problème de l'exploration spatiale est en réalité un problème d'optimisation. Un problème qui dit « voici toutes les contraintes, voici toutes les ressources disponibles, trouve la meilleure solution qui respecte les lois de la physique, pas la solution parfaite. La meilleure solution possible dans les contraintes réelles. » Et cette façon de penser, cette façon feynmanienne de regarder les problèmes, elle est infiniment plus utile que de simplement dire « c'est trop difficile, ça ne marchera jamais ». Parce que les personnes qui ont dit ça dans l'histoire se sont presque toujours trompées. Pas toujours, mais presque. Maintenant, il y a une question que tu te poses peut-être depuis le début. Une question qui flotte quelque part dans les tempes, pas dans la tête au sens abstrait, mais là, dans les tempes, dans cette zone où les pensées difficiles créent une légère pression physique. Et cette question, c'est pourquoi est-ce si urgent? Pourquoi est-ce que Feynman et tous les scientifiques qui pensent comme lui insistent-ils avec une telle intensité sur l'importance de résoudre ces problèmes, d'aller sur Mars, de devenir une espèce multiplanétaire? Parce que là, si tu crois que c'est juste une question de curiosité, une aventure scientifique intéressante pour les fous de l'espace, alors il faut qu'on parle de quelque chose d'un peu plus sombre, d'un peu plus réel, d'un peu plus immédiat que ça ne le semble. Feynman avait une conscience aiguë, profondément physique et non sentimentale de ce que signifie être une espèce confinée à une seule planète. Il avait vu Hiroshima dans ses équations. Il avait travaillé sur le projet Manhattan. Il savait ce que ça voulait dire d'être capable de se détruire soi-même. Et il savait que la physique de l'extinction ne fait pas de sentiments. Voilà la réalité nue, la réalité sans politesse, sans rhétorique d'espoir facile. La Terre est une cible, pas métaphoriquement, physiquement. Il y a des milliers d'objets dans notre système solaire dont les orbites croisent celles de notre planète, des astéroïdes, des comètes, des débris cosmiques. La plupart sont petits, inoffensifs. Mais certains ne le sont pas. L'impact de Chicxulub, il y a 66 millions d'années, a mis fin au règne des dinosaures, ce qui représente 75% de toutes les espèces vivantes sur Terre à l'époque. L'objet responsable mesurait environ 10 km. Il n'était pas en train de cibler la vie. Il était juste là, sur une trajectoire dictée par la gravité et les lois de Newton, et la Terre était sur son chemin. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un objet similaire sur une trajectoire similaire? On ne sait pas avec certitude. On surveille, on catalogue, on calcule des orbites. Mais l'univers est grand et notre surveillance est imparfaite et les perturbations gravitationnelles peuvent modifier les trajectoires sur des échelles de temps difficiles à prédire. Et même si aucun astéroïde géant ne menace aujourd'hui, dans 1 million d'années, dans 100 millions d'années, et puis il y a notre Soleil. Cette étoile bienveillante, cette source de toute énergie et de toute vie sur Terre, elle est dans la moyenne de sa vie. Elle brûle depuis environ 4,5 milliards d'années. Dans environ 5 milliards d'années, elle entrera dans sa phase géante rouge, se dilatant pour englober Mercure, Vénus et très probablement la Terre elle-même. 5 milliards d'années, c'est une durée abstraite. C'est tellement loin que ça ne semble pas réel. Mais il y a quelque chose de fondamentalement important dans cette réalité. Si l'humanité existe encore dans quelques millions d'années, si l'humanité a survécu à toutes les catastrophes possibles, à ses propres erreurs, aux accidents cosmiques, aux virus, aux guerres, à tout, alors un jour, dans un futur lointain, ses descendants regarderont le Soleil qui enfle et ils devront partir. Et si dans tout ce temps, nous n'avons jamais appris comment voyager vers d'autres étoiles, si nous avons toujours été confinés à ce système solaire condamné, alors toute l'histoire humaine, tout ce que nous avons créé, tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons aimé, tout ça prendra fin proprement, définitivement, sans cérémonie particulière. Feynman ne serait pas dramatique là-dessus. Il serait factuel. Il dirait « voilà les chiffres, voilà la physique, voilà ce que ça signifie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Mais il y a quelque chose d'encore plus immédiat, quelque chose qui ne nécessite pas d'attendre 5 milliards d'années pour être pertinent. La paradoxe de Fermi. Enrico Fermi,
un ami et collègue de Feynman dans le panthéon des physiciens du XXe siècle, a posé un jour une question au déjeuner. Une question simple, directe, presque naïve en apparence. Mais une question dont les implications, quand on les déroule complètement, donnent froid dans le dos. Ou plus précisément, elle crée cette sensation bizarre au niveau de l'estomac, dans le creux juste sous les côtes, une inquiétude sourde qui ne ressemble pas à de la peur ordinaire mais à quelque chose de plus fondamental. La question de Fermi était « Où sont-ils » L'univers a environ 13 milliards 800 millions d'années. Notre galaxie, la Voie lactée, contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Une fraction significative de ces étoiles a des planètes. Une fraction de ces planètes est dans la zone habitable. Sur Terre, la vie est apparue il y a environ 3 milliards 800 millions d'années, soit relativement tôt dans l'histoire de la planète. Et si la vie est quelque chose de relativement inévitable dans les bonnes conditions, si la complexité et l'intelligence finissent par émerger naturellement de la biologie, alors statistiquement, la galaxie devrait fourmiller de civilisations intelligentes. Certaines devraient avoir des millions, voire des milliards d'années d'avance sur nous. Elles auraient eu le temps de coloniser la galaxie entière, de la remplir de signaux, de structures, de présence. Et pourtant, silence. Silence absolu, silence radio, silence visuel, aucune mégastructure détectée, aucun signal intelligible reçu malgré des décennies d'écoute. Personne ne répond, personne ne frappe à la porte. L'univers, à toute écoute que nous ayons pu y consacrer, semble vide de présence technologique. Feynman ne prétendrait pas avoir la réponse. Il n'aurait pas d'arrogance là-dessus. Mais il aurait des questions, et les questions de Feynman valent des réponses de n'importe qui d'autre. Peut-être que la vie complexe est beaucoup plus rare que nous le pensons. Peut-être qu'il y a des étapes dans l'évolution de la vie vers l'intelligence qui sont extraordinairement improbables, ce qu'on appelle les great filters, les grands filtres. Des goulots d'étranglement évolutifs si difficiles à franchir que presque toutes les formes de vie s'y arrêtent. Ou peut-être, et c'est là où ça devient vraiment glacial, peut-être que le grand filtre est devant nous. Peut-être que toutes les civilisations technologiques qui atteignent notre niveau de développement, capables de fissurer l'atome, capables de modifier son propre génome, capables de changer son climat, finissent par se détruire elles-mêmes avant de pouvoir franchir l'étape suivante. Avant de devenir multiplanétaires, avant de devenir vraiment résilientes. Et si c'est ça, si notre silence est le silence de tous ceux qui sont venus avant nous et qui n'ont pas survécu à leur propre adolescence technologique, alors le voyage vers Mars n'est pas une aventure. C'est un test d'espèce, un examen que l'univers fait passer à toutes les civilisations qui arrivent à ce stade. Et le résultat de l'examen détermine si l'histoire continue ou si elle s'arrête. Feynman aurait dit ça simplement, sans tambour ni trompette, avec cette franchise désarmante qui était sa marque de fabrique. Il aurait dit « Nous sommes à un moment particulier ». Pas le moment le plus important de l'histoire humaine, parce que chaque époque a ses prétentions à ça. Mais un moment où les décisions que nous prenons, les problèmes que nous choisissons de résoudre ou d'ignorer, auront des conséquences qui s'étireront sur des échelles de temps que nous avons du mal à même concevoir. Et maintenant, revenons à nos rayonnements cosmiques. Parce que je t'ai promis une explication concrète, et Feynman n'est pas du genre à laisser une promesse sans suite. Voilà où en est la recherche aujourd'hui. Voilà les pistes les plus sérieuses, les plus physiquement solides pour résoudre le problème du retour de Mars. Il y a d'abord les médicaments radioprotecteurs. Des molécules qui, administrées avant ou pendant l'exposition au rayonnement, réduisent les dommages cellulaires. Certaines molécules naturelles, comme l'amifostine, sont déjà utilisées en radiothérapie pour protéger les tissus sains pendant le traitement du cancer. Des recherches actives explorent des antioxydants puissants, des inhibiteurs de l'apoptose, des activateurs des mécanismes de réparation de l'ADN. La pharmacologie spatiale est un champ qui n'existait pas il y a 20 ans et qui est aujourd'hui l'un des plus actifs dans la recherche médicale liée à l'espace. Il y a ensuite les champs magnétiques artificiels. L'idée de créer autour du vaisseau un champ magnétique miniature, similaire à celui de la Terre, pour dévier les particules chargées, c'est de la physique électromagnétique classique. La difficulté, c'est l'échelle.
Un champ magnétique assez puissant pour dévier les rayonnements cosmiques nécessite des courants électriques énormes, ce qui signifie une source d'énergie énorme, ce qui signifie une masse supplémentaire dans le vaisseau. Mais des technologies de supraconductivité à haute température, qui permettent de faire circuler des courants sans résistance et donc sans perte d'énergie, ouvrent des possibilités qui étaient hors de portée il y a encore 10 ans. Il y a les tunnels de blindage actifs, des zones à l'intérieur du vaisseau entourées de matériaux de blindage optimisés, où les astronautes peuvent se réfugier lors des événements de rayonnement particulièrement intenses, comme les éruptions solaires qui envoient des flux de particules beaucoup plus denses que le fond cosmique habituel. Ce n'est pas une solution complète, mais c'est une couche de protection supplémentaire qui, combinée aux autres, réduit la dose totale reçue. Et enfin, il y a les solutions de timing mission. L'activité solaire suit un cycle d'environ 11 ans. Pendant la période de minimum solaire, le flux de particules chargées en provenance du Soleil est réduit. Mais attention, paradoxe feynmanien, pendant le minimum solaire, les rayonnements cosmiques galactiques qui viennent de l'extérieur du système solaire sont paradoxalement plus intenses parce que le vent solaire, qui habituellement les repousse partiellement, est plus faible. Il n'y a pas de moment parfait, mais il y a des moments statistiquement meilleurs que d'autres, et les planificateurs de mission calculent ces fenêtres avec précision. Et voilà quelque chose d'essentiel. Feynman le dirait ainsi: il n'existe pas une solution unique au problème des rayonnements cosmiques pour un voyage vers Mars. La solution, c'est une combinaison, une superposition, une architecture de solutions partielles qui ensemble permettent de maintenir la dose totale dans des limites acceptables. C'est de l'ingénierie des systèmes. C'est de la physique appliquée. C'est de la médecine préventive. C'est de la biologie moléculaire. C'est de la chimie des matériaux. Et toutes ces disciplines doivent travailler ensemble, pas dans des silos séparés, mais en conversation permanente, en remettant en question leurs propres hypothèses, en cherchant les solutions à l'intersection des disciplines. C'est ça l'approche feynmanienne. C'est ça la vraie science, pas la science des communiqués de presse et des annonces triomphales. Mais la science des petites avancées, des reculs temporaires, des questions qui en engendrent d'autres, du travail patient et obstiné sur des problèmes qui résistent et de la joie profonde, sincère, presque enfantine, quand la réalité finit par révéler un peu de ses secrets. Parce que Feynman disait quelque chose de magnifique sur la joie de la découverte. Il disait que la beauté d'une fleur n'est pas diminuée par le fait de comprendre sa biologie. Au contraire, comprendre les mécanismes de la chlorophylle, la danse des photons dans les cellules végétales, la mécanique quantique de la photosynthèse, tout ça ajoute des couches de beauté à la fleur. La compréhension ne vole pas la magie, elle la multiplie. Et de la même façon, comprendre les rayonnements cosmiques, comprendre les gènes du tardigrade, comprendre la physique de la propulsion nucléaire, comprendre la géologie de Mars, tout ça n'enlève rien à la beauté de ce point rouge dans le ciel nocturne. Ça y ajoute quelque chose d'immense, quelque chose de presque sacré, parce que derrière ce point rouge, il y a maintenant une histoire. Une histoire de physique et de biologie et d'ingénierie et de courage et de problèmes difficiles que des êtres humains s'obstinent à résoudre parce qu'ils ont décidé collectivement ou individuellement que l'ignorance coûte trop cher, que la curiosité est une vertu nécessaire, pas un luxe, que comprendre l'univers est peut-être la chose la plus importante que notre espèce puisse faire, pas uniquement pour des raisons existentielles grandioses, mais parce que la physique que nous apprenons en essayant d'aller sur Mars, les matériaux que nous développons pour le blindage, les médicaments que nous découvrons pour la radioprotection, les technologies médicales que nous créons pour la microgravité, tout ça revient sur Terre. Tout ça soigne des cancers, tout ça améliore des vies. Tout ça nourrit des enfants dans des pays arides avec des technologies agricoles développées pour les serres martiennes. Feynman aurait dit « Tu vois, la science ne va pas vers l'espace pour fuir la Terre. Elle va vers l'espace pour comprendre les lois de la nature, et ces lois s'appliquent partout, sur Terre comme sur Mars. Dans ton corps comme dans les étoiles, c'est ça la beauté profonde de la physique, elle est universelle. Elle ne connaît pas les frontières, ni les atmosphères, ni les politiques. Il faut maintenant te parler de Mars elle-même,
Parce qu'on a beaucoup parlé du voyage, mais la destination a ses propres secrets, ses propres défis et aussi ses propres raisons d'espérer. Mars est une planète morte ou presque. Elle a un noyau en grande partie solidifié, une atmosphère mince, à peine 1% de la densité de l'atmosphère terrestre, composée à 95% de dioxyde de carbone. Sa surface est couverte d'oxyde de fer, ce qui lui donne cette couleur rouge qui nous fascine depuis des millénaires. Sa température moyenne est d'environ -60 degrés Celsius, avec des variations allant de -125 près des pôles en hiver à +20 à l'équateur en été. Il y a des tempêtes de poussière qui peuvent couvrir la planète entière pendant des mois. Et la pression atmosphérique y est si faible qu'un être humain sans combinaison perdrait conscience en quelques secondes. Et pourtant, Mars est la planète la plus hospitalière du système solaire, après la Terre, ce qui en dit long sur le reste du voisinage. Vénus, avec ses 470 degrés en surface et sa pression atmosphérique équivalente à 1 kilomètre de profondeur sous l'eau terrestre, est un enfer. Jupiter est une géante gazeuse sans surface solide. Mercure brûle le jour et gèle la nuit sans atmosphère pour tamponner les extrêmes. Saturne, Uranus, Neptune, trop loin, trop froid, trop gazeux. Mars, malgré tout, a une gravité, une atmosphère, une eau solide sous ses pôles et peut-être dans son sol, des ressources exploitables et un cycle jour-nuit d'environ 24 heures et 40 minutes, presque identique au nôtre. La nature, encore une fois, nous a laissé une petite fenêtre, sale, avec des courants d'air, mais une fenêtre. Et sur cette planète rouge, froide et poussiéreuse, il y a peut-être quelque chose qui serait la découverte la plus importante de toute l'histoire de l'humanité, peut-être de la vie. Pas de la vie verte à tentacules, non. Quoique l'univers soit plein de surprises et Feynman serait le premier à ne rien exclure a priori, mais potentiellement de la vie microbienne. Des bactéries, des archées, des micro-organismes tapis dans le sol, sous les roches, dans les zones où l'eau liquide peut exister brièvement dans des conditions très spécifiques. Pourquoi est-ce que ça serait la découverte la plus importante de l'histoire? Feynman l'aurait expliqué simplement. Si on découvre que la vie a émergé de façon indépendante sur Mars, même sous une forme microscopique, ça signifie que la vie n'est pas un accident extraordinaire arrivé une seule fois sur une seule planète. Ça signifie que la vie est quelque chose que la chimie fait naturellement quand les conditions sont réunies. Et si la vie émerge partout où les conditions le permettent, alors la probabilité que la galaxie entière soit remplie de vie à différents stades d'évolution et de complexité devient écrasante. Et la question de Fermi devient encore plus urgente. Et l'univers devient encore plus vertigineux, encore plus habité, encore plus mystérieux. Une seule bactérie sur Mars changerait tout. Une seule cellule avec un métabolisme, avec de l'ADN ou son équivalent chimique martien, changerait notre compréhension de la vie, de l'univers, de nous-mêmes, plus profondément que toutes les révolutions scientifiques des 5 derniers siècles réunis. Feynman disait qu'il y a une qualité particulière à certaines questions, des questions qui, selon leur réponse, ouvrent des univers entiers ou enferment. La vie sur Mars est l'une de ces questions. Et pour y répondre, il faut y aller. Il faut envoyer des gens, pas seulement des robots, parce que la géologie, la biologie, la chimie de terrain nécessitent une présence humaine adaptative, capable de prendre des décisions en temps réel, de remarquer ce que les algorithmes ne voient pas, de sentir quelque chose d'inhabituel dans la texture d'une roche martienne et de décider de creuser juste là. Il faut y aller. Et pour y aller, il faut résoudre le problème des rayonnements cosmiques. Et pour résoudre ce problème, il faut de la science fondamentale, de la recherche en physique des particules, en biologie moléculaire, en médecine spatiale, en sciences des matériaux. Il faut des investissements. Il faut des jeunes gens qui décident que la physique, la biologie, la chimie, l'ingénierie sont des aventures et non des fardeaux. Il faut une culture qui valorise la curiosité plus que la certitude, qui récompense les bonnes questions plus que les mauvaises réponses, qui comprend que l'ignorance choisie est bien plus dangereuse que la complexité. Assumer. Et voilà où Feynman rejoint quelque chose de profondément humain, quelque chose qui n'a rien de la froideur de la physique pure.
Il rejoint l'idée que ce que nous décidons de comprendre définit ce que nous pouvons devenir, que la curiosité n'est pas un luxe intellectuel, mais une nécessité existentielle. Que chaque génération qui choisit de regarder le ciel avec des yeux ouverts, avec des questions honnêtes, avec la volonté de laisser la réalité avoir la priorité sur le confort, chaque génération qui fait ça ajoute quelque chose d'irréversible à l'histoire de notre espèce. Alors, la prochaine fois que tu regarderas ce point rouge dans le ciel, ce petit point rougeâtre qui brille avec une lumière différente, je veux que tu ressentes quelque chose de différent dans ton corps. Pas dans la poitrine, non, pas là, mais dans les paumes des mains. Cette chaleur légère, cette légère tension dans la peau des paumes, qui est la sensation physique de vouloir saisir quelque chose, de vouloir comprendre, de vouloir aller. Parce que Mars n'est pas seulement une destination. Mars est une question que l'univers nous pose. Et la façon dont nous y répondrons, si nous répondrons, avec quelles ressources, avec quel courage, avec quelle intelligence collective, définira quelque chose d'essentiel sur ce que nous sommes vraiment, au-delà de toutes nos histoires, de toutes nos guerres, de toutes nos frontières. Feynman ne serait pas sur les réseaux sociaux. Feynman ne ferait pas de discours. Il serait dans un laboratoire quelque part, peut-être en train de dessiner des diagrammes de Feynman sur un tableau, peut-être en train d'expliquer la mécanique quantique à un étudiant perdu, peut-être en train de jouer des bongos avec une concentration totale. Mais si tu pouvais lui demander, si tu pouvais t'asseoir avec lui autour d'un café, qu'il t'explique pourquoi tout ça compte, il te regarderait avec cet œil brillant et il te dirait quelque chose comme « Écoute, le problème du retour de Mars va être résolu. » Peut-être pas demain, peut-être pas dans 10 ans. Mais la physique ne l'interdit pas. Et tout ce que la physique n'interdit pas est, en fin de compte, possible. Alors la vraie question n'est pas de savoir si on peut. La vraie question, c'est si on veut assez. Et là, Feynman sourirait. Et dans ce sourire, il y aurait toute la physique du monde et tout le mystère de l'univers. Et quelque chose qui ressemble étrangement à de l'espoir. Oui, oui, c'est ça le vrai enseignement. Pas les équations, pas les chiffres sur les millisieverts, pas les diagrammes de propulsion nucléaire, même si tout ça est réel, important et beau. Le vrai enseignement, c'est que la curiosité est une force physique, qu'elle déplace des personnes, qu'elle crée des technologies, qu'elle résout des problèmes que personne ne croyait résolvables. Et que nous, assis ici, dans l'herbe humide ou dans un canapé, à regarder ce point rouge dans le ciel ou à écouter quelqu'un nous parler de rayonnement cosmique et de tardigrades, nous faisons déjà partie de cette histoire. Parce que comprendre, c'est déjà une forme d'action, et l'action commence toujours par une question. Alors, quelle est la tienne ?